Mon premier jour dans une entreprise française. Chapitre 1. Mon arrivée dans une entreprise française. Je n'oublierai jamais le matin où je suis sorti du métro avec mon sac sur l'épaule et mon contrat de travail soigneusement rangé dans une pochette, car je savais que quelques minutes plus tard, j'allais franchir la porte d'une entreprise française dans laquelle je ne connaissais encore absolument personne. Pendant que je marchais lentement vers le bâtiment moderne, entouré de grandes fenêtres en verre, j'essayais de calmer mon stress en me répétant que tout le monde avait déjà vécu un premier jour de travail et que personne ne pouvait tout savoir dès le début. Lorsque je suis arrivé devant l'entrée principale, j'ai regardé les employés qui échangeaient tranquillement entre eux avant de commencer leur journée, et je me demandais si un jour je pourrais moi aussi me sentir aussi détendu et aussi à l'aise dans cet endroit encore complètement inconnu pour moi. Après avoir montré ma pièce d'identité à l'accueil, la réceptionniste m'a souhaité la bienvenue avec un sourire chaleureux. Puis, elle m'a remis un badge d'accès tout en m'expliquant calmement comment entrer dans les différents espaces du bâtiment sans jamais se presser. Quelques instants plus tard, une responsable des ressources humaines est venue me rencontrer et elle m'a accompagné jusqu'à une salle de réunion lumineuse où plusieurs documents étaient déjà préparés sur une grande table, afin que je puisse découvrir tranquillement le fonctionnement de l'entreprise. Elle m'a présenté les principales valeurs de l'entreprise, en expliquant que le respect, la coopération et la confiance étaient aussi importants que les compétences professionnelles, ce qui m'a immédiatement rassuré parce que je comprenais que l'ambiance de travail occupait une place essentielle dans cette équipe. Après cette présentation, nous avons traversé plusieurs bureaux où les employés travaillaient dans un environnement calme. Et chaque personne que nous rencontrions prenait quelques secondes pour me saluer avec un sourire sincère avant de reprendre son activité avec beaucoup de concentration. J'ai été surpris de voir que les bureaux étaient organisés de manière simple mais très agréable, avec des plantes près des fenêtres, des espaces pour discuter en équipe et plusieurs salles où chacun pouvait travailler tranquillement lorsqu'il avait besoin de se concentrer davantage. Mon responsable est ensuite venu me rejoindre avec une tasse de café à la main et il m'a expliqué qu'il préférait accompagner personnellement chaque nouveau collègue pendant ses premiers jours afin que personne ne se sente perdu ou abandonné face à toutes les nouvelles informations. Nous avons ensuite pris le temps de visiter les différents services de l'entreprise. Et il m'a montré où se trouvaient les salles de réunion, la cuisine, les imprimantes, les espaces de repos et tous les endroits que les employés utilisaient quotidiennement pour rendre leur travail plus agréable. À chaque nouvelle rencontre, je faisais de mon mieux pour retenir les prénoms des personnes qui se présentaient, même si je savais déjà qu'il serait probablement impossible de mémoriser autant de noms différents pendant une seule matinée. Avant de commencer mes premières tâches, mon responsable m'a installé à mon bureau qui se trouvait près d'une grande fenêtre
laissant entrer beaucoup de lumière naturelle. Et il m'a expliqué que cet espace deviendrait peu à peu un endroit où je passerais une grande partie de mes journées. En allumant mon ordinateur pour la première fois, je ressentais encore un peu de nervosité. Mais cette inquiétude disparaissait progressivement parce que je voyais autour de moi des collègues disponibles, patients et toujours prêts à aider les nouveaux employés lorsqu'ils avaient besoin d'un conseil ou d'une explication. À la fin de cette première matinée, je me suis rendu compte que mes plus grandes peurs existaient surtout dans mon imagination, car la réalité était beaucoup plus accueillante que je ne l'avais imaginé. Je commençais déjà à penser que j'avais peut-être trouvé un endroit où je pourrais apprendre, progresser et construire une belle carrière pendant les années à venir. Chapitre 2. Mes premières heures de travail. Après le déjeuner pris avec 2 collègues dans une petite brasserie située à quelques rues de l'entreprise, je suis revenu au bureau avec une sensation très différente de celle du matin. La conversation simple et amicale que nous avions partagée m'avait déjà permis de me sentir un peu plus à l'aise dans ce nouvel environnement professionnel. En remontant vers mon étage, j'ai remarqué le bruit discret des claviers, les téléphones qui sonnaient de temps en temps et les discussions rapides près des salles de réunion. Et j'ai compris que chaque personne participait à un travail collectif dont je faisais désormais partie. Mon responsable m'a alors confié une première mission concrète qui consistait à préparer un tableau simple à partir de plusieurs informations reçues par courriel, et il m'a précisé que l'objectif principal n'était pas d'aller vite, mais de comprendre correctement la méthode utilisée par l'équipe. Je me suis installé devant mon écran avec mon carnet ouvert à côté du clavier. Puis j'ai relu attentivement chaque instruction afin d'éviter les erreurs les plus évidentes que l'on fait souvent lorsqu'on découvre un nouvel outil informatique ou une nouvelle façon de travailler. Lorsque j'ai rencontré une difficulté pour trouver certaines données dans le logiciel de l'entreprise, ma voisine de bureau a interrompu quelques minutes son propre travail pour m'expliquer calmement la procédure. Son aide spontanée m'a donné davantage confiance pour poser des questions lorsque cela devenait nécessaire. Pendant l'après-midi, j'ai participé à une courte réunion d'équipe durant laquelle chacun présentait l'avancement de ses dossiers. Et même si je n'avais encore aucun projet important à présenter, mes collègues m'ont invité à expliquer brièvement mon parcours et les missions que j'allais découvrir dans les prochaines semaines. En parlant devant eux, j'ai senti ma voix devenir plus assurée au fil des phrases, car je voyais des regards attentifs et bienveillants plutôt qu'un jugement sévère. Et cette attitude m'a encouragé à participer plus activement aux échanges. Une fois la réunion terminée, j'ai repris ma mission avec davantage de concentration. Puis j'ai vérifié plusieurs fois les chiffres et les informations avant d'envoyer le document à mon responsable, car je voulais montrer que je pouvais travailler avec sérieux
même pour une tâche relativement simple. Quelques minutes plus tard, il est venu jusqu'à mon bureau pour me dire que le travail était clair et bien présenté. Puis, il m'a donné 2 conseils pratiques pour gagner du temps lors des prochaines missions et j'ai apprécié qu'il prenne le temps d'expliquer ses remarques au lieu de simplement corriger le document. En fin d'après-midi, plusieurs collègues se sont retrouvés dans l'espace café pour discuter quelques minutes avant de partir. Et nous avons parlé de la ville, des meilleurs endroits où déjeuner et des activités à faire le week-end, ce qui m'a permis de découvrir un aspect plus personnel de la vie de l'équipe. Lorsque j'ai finalement quitté le bâtiment et retrouvé la rue animée, je me suis rendu compte que la tension qui m'avait accompagné depuis le réveil avait presque complètement disparu. Elle avait été remplacée par une fatigue agréable et par la satisfaction d'avoir traversé cette première journée avec plus de calme et de confiance que je ne l'aurais cru possible. En rentrant chez moi dans le métro du soir, je regardais les lumières de la ville défiler derrière la vitre et je pensais déjà aux nouvelles tâches, aux nouvelles rencontres et aux progrès que j'allais accomplir dans cette entreprise française qui commençait doucement à devenir un lieu familier. Le premier jour d'un professeur. Chapitre 1. Mon premier matin devant la classe. Je me réveille très tôt ce matin parce que c'est un jour que j'attends depuis plusieurs mois. Le jour où je commence enfin mon travail comme professeur dans une école située au centre de la ville, un endroit où je vais rencontrer mes premiers élèves et découvrir une nouvelle partie de ma vie professionnelle. Pendant que je prépare mon petit déjeuner dans le silence de mon appartement, je pense à toutes les années d'études, aux heures de préparation et aux moments de doute qui m'ont conduit jusqu'à cette journée importante où je vais devoir montrer mes compétences et ma confiance devant une vraie classe. Je regarde mes notes une dernière fois avant de quitter la maison, même si je connais déjà mon programme, parce que je veux être parfaitement organisé et donner une bonne impression aux élèves qui vont entrer dans ma salle pour la première fois. Sur le chemin de l'école, je ressens plusieurs émotions en même temps, car je suis heureux de réaliser mon rêve de devenir professeur. Mais je sens aussi une petite inquiétude, parce que je ne sais pas encore comment les élèves vont réagir à mon style d'enseignement. Lorsque j'arrive devant le bâtiment scolaire, je prends quelques secondes pour observer la cour remplie d'élèves qui discutent, qui échangent des sourires, qui se dirigent vers leur salle de classe. Et je comprends que cet endroit va bientôt devenir une partie importante de mon quotidien. Je pousse la grande porte de l'école avec une sensation étrange, comme si je commençais une nouvelle aventure. Car hier encore, j'étais seulement une personne qui imaginait ce moment, alors qu'aujourd'hui, je suis officiellement un professeur, responsable d'une classe entière. Dans le couloir,
je rencontre plusieurs enseignants qui me saluent avec gentillesse et qui prennent quelques minutes pour me souhaiter la bienvenue, ce qui me rassure beaucoup parce que je découvre rapidement que je ne suis pas seul dans cette nouvelle expérience. La directrice de l'école vient ensuite me parler avec un sourire chaleureux et elle m'explique que les premiers jours sont toujours difficiles pour un nouveau professeur, mais qu'avec de la patience et de la passion, je vais progressivement construire une relation positive avec mes élèves. Après cette conversation encourageante, je marche vers ma salle de classe avec mes livres dans les mains et je sens mon cœur battre plus rapidement parce que quelques minutes plus tard, je vais rencontrer les personnes qui vont partager avec moi cette année d'apprentissage. Quand j'ouvre la porte de la classe, je découvre une salle lumineuse avec des bureaux alignés, un tableau propre et des élèves qui discutent tranquillement avant le début du cours. Puis tout le monde se tourne vers moi en attendant de savoir qui je suis. Je pose mes affaires sur le bureau. Je respire profondément et je commence à parler avec une voix calme en me présentant simplement. Car je veux que les élèves comprennent dès le premier instant que je suis ici pour les aider, les écouter et les accompagner dans leur progression. Je remarque rapidement que certains élèves sont très attentifs, tandis que d'autres semblent plus timides ou un peu distraits. Mais je ne juge personne, parce que je sais que chaque élève possède sa propre personnalité et sa propre manière d'apprendre. Pour créer une première connexion avec la classe, je décide de commencer avec une activité simple, où chaque élève peut parler de lui-même, de ses passions et de ses objectifs. Car je veux découvrir les personnes derrière les noms écrits sur ma liste. Au fur et à mesure que les élèves prennent la parole, je comprends que mon rôle ne consiste pas seulement à transmettre des connaissances, mais aussi à encourager la confiance, la curiosité et le plaisir d'apprendre dans un environnement où chacun peut progresser à son rythme. À la fin de cette première heure de cours, je regarde ma classe avec un sentiment de satisfaction, parce que même si tout n'est pas parfait, je réalise que j'ai déjà créé un premier contact avec mes élèves et que cette nouvelle aventure commence réellement aujourd'hui. Chapitre 2. Les premiers défis avec mes élèves. Après quelques semaines dans mon nouveau rôle de professeur, je commence à mieux connaître mes élèves et je découvre progressivement leurs différentes personnalités, leurs forces, leurs difficultés et leur façon unique de participer en classe, ce qui me permet d'adapter mes méthodes pour créer un environnement plus agréable et plus efficace. Chaque matin, lorsque j'entre dans la salle de classe, je remarque que l'ambiance change selon les jours, car certains élèves arrivent avec beaucoup d'énergie et d'autres semblent encore fatigués. Mais j'apprends à accueillir chaque situation avec patience et compréhension. Je comprends rapidement que devenir un bon professeur ne signifie pas seulement connaître parfaitement une matière, mais aussi savoir écouter les élèves, comprendre leurs besoins et trouver les meilleures façons de les motiver
lorsqu'ils rencontrent des obstacles pendant leur apprentissage. Un matin, je remarque qu'un de mes élèves reste toujours silencieux pendant les activités de groupe. Alors, je décide de discuter avec lui après le cours pour comprendre pourquoi il manque de confiance lorsqu'il doit parler devant ses camarades. Pendant notre conversation, il m'explique qu'il a peur de faire des erreurs et qu'il pense que les autres élèves vont se moquer de lui. Alors je prends le temps de lui rappeler que les erreurs font partie du processus d'apprentissage et qu'elles permettent souvent de progresser. À partir de ce moment, je commence à créer des activités où les élèves peuvent participer sans avoir peur du jugement, car je veux construire une classe où chacun se sent libre d'exprimer ses idées et de développer ses compétences. Je découvre aussi que certains élèves apprennent mieux grâce aux images, aux discussions ou aux exercices pratiques, tandis que d'autres préfèrent lire et réfléchir tranquillement avant de répondre. Alors je cherche constamment un équilibre pour satisfaire les différents besoins de la classe. Parfois, les journées sont difficiles, parce qu'il arrive que certains élèves ne respectent pas les règles ou perdent leur concentration. Mais je comprends que la discipline ne consiste pas seulement à imposer des sanctions, mais plutôt à établir des limites claires avec respect et communication. Un après-midi, pendant un cours particulièrement compliqué, je sens que la classe devient agitée et que mon organisation ne fonctionne pas comme prévu. Alors, je décide de changer mon approche et de transformer la leçon en une activité plus interactive. À ma grande surprise, les élèves deviennent rapidement plus intéressés et participent de plus en plus, ce qui m'apprend une leçon importante. Un professeur doit parfois être capable de s'adapter et de modifier ses plans pour mieux répondre à la réalité de sa classe. Au fil des mois, je remarque que mes relations avec les élèves évoluent, car ils viennent plus facilement me poser des questions, partager leurs idées et demander de l'aide lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans leurs travaux. Je ressens une grande satisfaction lorsque je vois un élève comprendre une notion qu'il trouvait impossible quelques semaines auparavant, parce que ces petits progrès me rappellent pourquoi j'ai choisi cette profession. Un jour, une élève vient me voir après le cours pour me remercier. Elle m'explique que mes encouragements lui donnent envie de travailler davantage et de croire en ses capacités. Et cette simple phrase reste gravée dans ma mémoire. À ce moment précis, je comprends que l'impact d'un professeur ne se mesure pas seulement avec les résultats scolaires, mais aussi avec la confiance que nous pouvons transmettre aux élèves et avec les changements positifs que nous pouvons provoquer dans leur parcours. Lorsque je rentre chez moi après une longue journée, je suis souvent fatigué, mais je ressens également une profonde fierté parce que chaque difficulté rencontrée me permet de devenir un meilleur professeur et une personne plus attentive aux autres. Je commence alors à comprendre que l'enseignement n'est pas simplement un métier basé sur les livres et les connaissances,
mais une véritable aventure humaine où chaque rencontre peut changer la vie d'un élève et aussi transformer la personne qui enseigne. Comment j'ai économisé pour acheter un appartement? Chapitre 1. Mon objectif a changé ma vie. Je me souviens encore du jour où je me suis regardé dans le miroir en me demandant si je voulais continuer à payer un loyer toute ma vie ou si j'étais enfin prêt à faire les sacrifices nécessaires pour acheter un appartement dont je serais réellement propriétaire un jour. À partir de ce moment-là, je me suis fixé un objectif très précis, celui d'économiser suffisamment d'argent en quelques années, même si mon salaire était normal et que beaucoup de personnes autour de moi pensaient qu'un tel projet serait beaucoup trop difficile à réaliser. Au lieu de me décourager devant les prix élevés de l'immobilier ou de comparer constamment ma situation avec celle des autres, j'ai préféré concentrer toute mon énergie sur les petites décisions quotidiennes qui pouvaient réellement améliorer mes finances au fil du temps. J'ai commencé par analyser toutes mes dépenses avec beaucoup d'attention et j'ai découvert que je dépensais une quantité étonnante d'argent dans des achats impulsifs qui semblaient insignifiants sur le moment, mais qui représentaient finalement plusieurs milliers d'euros à la fin de chaque année. Je me suis alors promis que chaque dépense aurait désormais une véritable raison d'exister, car je ne voulais plus laisser de petites habitudes invisibles ralentir un projet qui représentait l'un des plus grands objectifs de toute ma vie. Chaque fois que je recevais mon salaire, je transférais immédiatement une partie de cette somme vers un compte d'épargne avant même de penser à mes loisirs ou à mes envies. Car je savais que l'argent que je ne voyais plus serait beaucoup plus difficile à dépenser inutilement. Je gardais ensuite uniquement le budget dont j'avais réellement besoin pour vivre normalement pendant le mois, ce qui m'obligeait naturellement à réfléchir davantage avant d'acheter quelque chose qui n'était ni urgent ni indispensable. J'ai également appris à préparer mes repas à la maison, à utiliser les transports en commun aussi souvent que possible, à attendre plusieurs jours avant d'acheter un objet qui me faisait envie et à rechercher des solutions simples qui me permettaient d'économiser sans avoir l'impression de me priver complètement. Au début, ces nouvelles habitudes me demandaient beaucoup d'efforts, car il était parfois difficile de voir mes amis profiter de certaines sorties ou acheter des objets que j'aurais moi aussi aimé posséder immédiatement. Dans ces moments-là, je repensais toujours à l'image de mon futur appartement, avec un salon lumineux, une cuisine agréable et un endroit calme où je pourrais enfin construire une vie plus stable et plus sereine. Pour augmenter mes économies encore plus rapidement, j'ai accepté quelques heures de travail supplémentaires lorsque cela était possible, non pas parce que j'aimais travailler davantage, mais parce que je savais que chaque heure supplémentaire me rapprochait un peu plus de mon objectif. Je vendais également les vêtements, les appareils électroniques
et les objets que je n'utilisais plus depuis longtemps. Et cela me faisait comprendre qu'une grande partie de ce que nous possédons finit souvent par dormir inutilement dans un placard. Petit à petit, je remarquais que mon compte d'épargne augmentait de manière régulière. Et cette progression me donnait une motivation nouvelle qui rendait les sacrifices beaucoup plus faciles à accepter au quotidien. Même si les progrès semblaient parfois très lents, lorsque je regardais le montant de mon épargne à la fin du mois, je continuais à avancer avec patience parce que je savais que les grands projets se construisent souvent grâce à de nombreuses petites habitudes répétées chaque jour. Chaque mois, je célébrais discrètement cette avancée en regardant le total de mes économies sans dépenser un seul dollar de plus, car cette satisfaction intérieure valait beaucoup plus qu'un plaisir passager qui aurait perdu toute importance avec le temps. Au bout de plusieurs mois, j'ai commencé à ressentir une immense satisfaction en voyant mon compte d'épargne augmenter régulièrement, car cette progression représentait beaucoup plus que de simples chiffres. Elle symbolisait la liberté et la sécurité que je souhaitais construire pour mon avenir. À ce moment-là, j'ai compris que le plus grand changement n'était pas seulement le montant que j'avais réussi à économiser, mais la personne que j'étais devenue grâce à cette discipline quotidienne, à cette patience et à cette capacité nouvelle de penser à long terme avant de prendre chaque décision importante. Chapitre 2. Le jour où mon rêve est devenu réalité. Après plusieurs années d'efforts constants et de décisions réfléchies, j'avais enfin économisé un apport suffisamment important pour commencer à visiter des appartements avec un agent immobilier sans avoir le sentiment que ce projet était encore inaccessible. Avant chaque visite, je préparais une liste de questions concernant l'état du bâtiment, les frais de copropriété, les rénovations récentes et le quartier, car je voulais être certain de prendre une décision réfléchie qui me conviendrait pendant de nombreuses années. Chaque appartement que je découvrais m'apprenait quelque chose de nouveau, et je comprenais progressivement que le logement idéal n'était pas forcément le plus grand ou le plus luxueux, mais celui dans lequel je pourrais me sentir heureux en rentrant chaque soir. Je prenais le temps d'observer les rues, les commerces, les parcs et les stations de transport en commun situées autour des immeubles, parce que je savais que la qualité de vie dépend souvent autant du quartier que de l'appartement lui-même. Lorsque j'ai franchi la porte de l'appartement qui allait devenir le mien, j'ai immédiatement ressenti une émotion difficile à expliquer, comme si toutes les heures de travail, tous les efforts et toutes les économies réalisées depuis des années prenaient enfin un véritable sens. Je me suis avancé lentement dans les différentes pièces, en imaginant où je placerais mes meubles, mes livres et les souvenirs que j'avais accumulés au fil des années. Et pour la première fois, je pouvais réellement imaginer cet endroit comme mon futur chez moi. Après quelques jours de réflexion,
j'ai pris la décision de faire une offre d'achat, même si je ressentais un mélange d'excitation et d'inquiétude en pensant à l'engagement financier que cela représentait pour les années à venir. Lorsque le vendeur a accepté mon offre, j'ai eu beaucoup de mal à croire que toutes les économies réalisées pendant si longtemps allaient enfin me permettre de devenir propriétaire. Le jour de la signature chez le notaire, je repensais avec émotion aux nombreuses soirées où j'avais choisi de ne pas faire certaines dépenses inutiles. Et je réalisais que chacune de ces petites décisions avait joué un rôle important pour me permettre de vivre enfin ce moment exceptionnel. En recevant les clés entre mes mains, je ressentais une immense fierté, car elles représentaient bien plus que l'accès à un appartement. Elles symbolisaient plusieurs années de travail, de patience et de détermination. En transportant mes premiers cartons dans mon nouvel appartement, je ne voyais pas seulement des murs ou des meubles, mais le résultat concret d'une discipline que j'avais réussi à maintenir malgré les doutes, les imprévus et les périodes où abandonner semblait parfois beaucoup plus facile. Pendant les semaines suivantes, j'ai pris beaucoup de plaisir à installer chaque objet à sa place, à peindre certains murs et à transformer progressivement cet appartement vide en un lieu chaleureux qui me ressemblait vraiment. Cette expérience m'a appris qu'il n'était pas nécessaire de gagner une fortune pour réaliser un grand projet, mais qu'il fallait surtout accepter de penser à long terme, de rester patient et de faire confiance aux effets extraordinaires des bonnes habitudes répétées pendant plusieurs années. Aujourd'hui, lorsque des amis me demandent comment j'ai réussi à acheter mon appartement, je leur réponds toujours que le secret ne résidait pas dans un événement exceptionnel ou dans un coup de chance, mais dans des centaines de petites décisions prises avec constance, jour après jour. Chaque fois que je rentre chez moi après une longue journée de travail et que je ferme la porte derrière moi, je ressens une profonde gratitude en sachant que cet appartement représente bien plus qu'un simple logement, puisqu'il est devenu le symbole de ma persévérance, de mes sacrifices et de ma confiance en l'avenir. Les erreurs que j'ai faites avec ma carte de crédit. Chapitre 1. Ma première carte de crédit et mes mauvaises habitudes. Je me souviens encore du jour où j'ai reçu ma première carte de crédit. À cette époque, je venais de commencer mon premier emploi stable et je recevais mon propre salaire chaque mois. Lorsque la banque m'a expliqué que cette carte pouvait m'aider à construire un bon dossier de crédit et à améliorer ma réputation financière pour mes futurs projets, j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Au début, j'étais très prudent avec mes dépenses et je regardais chaque prix avant d'acheter quelque chose. Cependant, après quelques mois, ma façon de penser a commencé à changer progressivement. Je me disais souvent que quelques achats supplémentaires n'étaient pas vraiment un problème. Ma première grande erreur
a été de croire que l'argent disponible sur ma carte de crédit était une extension de mon propre salaire. Je me rappelle d'une période où j'ai commencé à acheter beaucoup plus souvent en ligne. Je commandais des vêtements, des appareils électroniques, des objets pour améliorer mon appartement et parfois même des choses dont je n'avais pas vraiment besoin. Le problème était que chaque achat semblait petit et raisonnable lorsqu'il était effectué séparément. Une autre erreur importante que j'ai faite a été de ne pas toujours payer la totalité de ma facture mensuelle. À ce moment-là, je ne comprenais pas encore complètement comment fonctionnaient les intérêts sur une carte de crédit. Pendant plusieurs mois, j'ai continué à utiliser ma carte de cette manière. Je regardais seulement le fait que ma carte fonctionnait encore et que je pouvais continuer à effectuer des achats. Le moment où j'ai vraiment commencé à comprendre mes erreurs est arrivé lorsque j'ai reçu une facture beaucoup plus élevée que prévu. Ce jour-là, j'ai pris le temps de regarder toutes mes dépenses et de réfléchir à mes habitudes. J'ai alors décidé de changer ma façon de voir le crédit et d'apprendre davantage sur la gestion financière. Je voulais construire de nouvelles habitudes qui pourraient m'aider à reprendre le contrôle de mon argent au lieu de laisser mes dépenses contrôler mes décisions. Chapitre 2. Comment j'ai repris le contrôle de mes finances. Après avoir réalisé que mes erreurs avec ma carte de crédit étaient principalement dues à mon manque d'organisation et à ma mauvaise compréhension du fonctionnement du crédit, j'ai décidé de changer complètement ma manière de gérer mon argent. La première étape que j'ai faite a été de prendre une feuille de papier et de noter toutes mes dépenses pendant plusieurs semaines. Au début, cette tâche n'était pas facile, car je découvrais plusieurs dépenses que j'avais complètement oubliées. J'ai compris que le plus grand changement que je devais faire n'était pas seulement de réduire mes dépenses. J'ai commencé à préparer un budget mensuel avec des catégories précises pour le logement, la nourriture, les transports, les loisirs et les économies. Grâce à cette méthode, j'ai progressivement arrêté d'utiliser ma carte de crédit pour des achats impulsifs. J'ai également commencé à payer la totalité de ma facture de carte de crédit chaque mois. Cette nouvelle habitude m'a demandé beaucoup de discipline au début, car j'avais l'habitude de dépenser facilement lorsque quelque chose me faisait envie. J'ai aussi appris à ne plus considérer la limite élevée de ma carte de crédit comme une invitation à dépenser davantage. Une autre leçon importante que j'ai apprise est qu'il est essentiel de construire une épargne d'urgence. Petit à petit, j'ai réussi à réduire le solde de ma carte de crédit. Cette expérience m'a appris que les erreurs financières ne disparaissent pas simplement parce que nous les ignorons.
Aujourd'hui, j'utilise ma carte de crédit d'une manière complètement différente. Je la considère comme un outil pratique qui peut m'aider dans certaines situations, mais je sais qu'elle ne doit jamais remplacer une bonne gestion de mon argent personnel. Je fais attention à mes dépenses et je vérifie régulièrement mes comptes. Je prends aussi le temps de réfléchir avant de faire un achat important, car je préfère avoir une situation financière stable plutôt que de rechercher une satisfaction immédiate qui pourrait créer des problèmes plus tard. Si je pouvais donner un conseil à une personne qui vient d'obtenir sa première carte de crédit, je lui dirais de ne jamais oublier que cet outil peut être très utile lorsqu'il est utilisé correctement. Je lui conseillerais d'apprendre dès le début à contrôler ses dépenses et à comprendre le fonctionnement des intérêts. Je lui dirais également d'utiliser le crédit comme un moyen de construire un meilleur avenir, plutôt que comme une façon de vivre au-dessus de ses moyens. Aujourd'hui, je suis reconnaissant d'avoir fait ces erreurs avec ma carte de crédit, même si elles ont été difficiles à vivre. Elles m'ont obligé à devenir plus responsable, plus organisé et plus conscient de l'importance de prendre de bonnes décisions financières pour protéger mon avenir. L'argent n'est pas seulement une question de combien nous gagnons, mais aussi de la manière dont nous choisissons de le gérer chaque jour. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À très bientôt.